Bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est mieux avec micro ou sans micro? Oui. Monsieur le chef de cabinet adjoint, cher Thierry, cher Leslie, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à ce midi de l'ARES, un rendez-vous que nous considérons comme incontournable au niveau de notre institution pour réfléchir ensemble aux défis de l'enseignement supérieur et de la formation des enseignantes et des enseignants. Le thème qui nous unit aujourd'hui est d'une importance capitale, l'enseignement des langues et l'immersion linguistique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous le savons, la pénurie d'enseignantes et d'enseignants dans ces domaines est une réalité préoccupante qui impacte directement la qualité de celui-ci et l'avenir de nos jeunesse. Face à cette situation, il est essentiel de rassembler nos forces et notre expertise. L'ARES, en tant qu'acteur clé de l'enseignement supérieur, est pleinement engagé dans cette réflexion. Ce midi, l'ARES vise justement à mettre en lumière les constats de terrain, les initiatives en cours et les solutions possibles pour garantir un enseignement des langues à la hauteur des enjeux de notre société. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les intervenantes et les intervenants pour leur présence, leur contribution, leur volonté de débattre avec nous. Et je sais directement, après avoir qu'ils ont tous les papiers, ils finiront en impro, et de permettre évidemment un débat riche, nourri, sans tabou. Je sais que le contexte est difficile aujourd'hui dans la communauté française, mais je le dis sans forfanterie. Je pense qu'on peut compter aussi sur le cabinet de la ministre-présidente, qui est aussi la ministre de tutelle sur l'enseignement supérieur, pour s'investir dans ce débat. Je sais qu'elle y est attentive, et ce n'est pas évidemment innocent si son chef de cabinet prendra la parole juste après moi. Je vous remercie d'être venu. Bonjour à tous. Monsieur l'administrateur, effectivement, mesdames et messieurs, chers enseignants, chers membres du monde académique. Alors, je vais parler très égoïstement dans un premier temps. Ceux qui travaillent avec moi sauront que je suis, pourront se servir de direct comme d'habitude, il a commencé. Mais donc, j'ai été à une certaine époque, quand j'étais très très jeune, balancé dans le monde de l'enseignement flamand. Donc, j'ai vécu ce que c'est qu'une immersion à l'âge de 8 ans. Où du jour au lendemain, mes parents m'ont dit tu vas aller cesser l'enseignement flamand directement en primaire et tu vas te débrouiller. Je ne connaissais pas un mot de flamand. Mais c'était une occasion formidable de se rendre compte qu'à la fois on découvre évidemment une langue, mais aussi on découvre la culture et parfois la méthode et la façon de penser de l'autre. Et évidemment, on peut le faire à plein d'occasions. On peut le faire dans le cadre de l'Erasmus, on peut le faire dans le cadre des échanges avec les membres du personnel, l'établissement d'enseignement supérieur. Il me reste des souvenirs très précis. Mais donc voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'en tout cas, à titre personnel, effectivement, je pense que c'est au niveau de certains d'entre nous dans l'équipe, et moi le premier, la ministre-présidente également, qui a eu l'occasion de beaucoup faire des Erasmus, entre autres, et s'imprégner d'autres langues. C'est un sujet qui nous préoccupe énormément et auquel on tient particulièrement. Alors, j'en viens plutôt maintenant à mon discours un peu plus formel, mais donc, tout d'abord, je tenais à remercier l'ARES et la cellule d'appui de la mise en œuvre de la formation initiale des enseignants pour l'organisation de cette rencontre sur un sujet aussi essentiel que nécessaire. Dans un monde en mutation rapide où les réalités culturelles sont de plus en plus diversifiées, et dans un pays comme le nôtre, surtout à cette époque-ci, l'apprentissage et le maîtrise des langues sont des éléments centraux. Alors, la ministre-présidente Elisabeth de Gries, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, accorde une attention particulière à ces enjeux, qui touchent à la fois à la qualité de notre enseignement, à l'égalité des chances, à la cohésion sociale et à l'ouverture sur le monde. Face à ces constats, la pénurie d'enseignants et d'enseignantes, notamment des langues modernes que nous connaissons aujourd'hui, constitue une alerte réellement majeure. Si la situation n'est évidemment pas nouvelle, celle-ci s'accentue encore dans notre espace d'enseignement francophone et il est de la responsabilité du politique de s'en saisir. Toutefois, des efforts ont déjà été consentis, des mesures ont été prises, mais nous le savons, ce défi est systémique, à la croisée de plusieurs compétences et exige une action structurée de plusieurs politiques publiques, comme la formation initiale des enseignements, on en a déjà parlé, la gestion des carrières, la valorisation du métier, la reconnaissance des compétences, l'apprentissage des langues et l'immersion. Un renforcement des dynamiques communautaires est aussi une solution. Je vais jeter ma feuille comme l'a fait l'administrateur général. C'est le vœu de la DPC que je cite. La formation initiale des enseignants intégrera davantage l'apprentissage des langues, notamment par l'introduction d'unités d'enseignement en langue étrangère et par une meilleure préparation à l'enseignement immersif. Sachez-le, le gouvernement est pleinement conscient de la nécessité d'articuler encore davantage les politiques de l'enseignement obligatoire et supérieur. C'est aussi précisément ce que ce midi de l'ARES permet d'esquisser aujourd'hui, en renforçant notre vision, une vision dans laquelle les enjeux linguistiques, pédagogiques,
et sociaux sont mis en avant. L'enseignement supérieur a de fait un rôle central à y jouer. Toutefois, tout d'abord, la réforme initiale des enseignants doit nous aider à répondre à ces enjeux. Nous devons développer des parcours spécifiques en langue, attirer les enseignants de seconde carrière et les profils compétents dans les hautes écoles, mais aussi dans les universités. Nous devons aussi renforcer les liens entre la formation initiale et le terrain, mais aussi assurer une meilleure coordination entre les réseaux, les institutions, l'administration et bien entendu l'ARES. À ce sujet, la ministre-présidente vient de faire approuver, le vendredi dernier, en première lecture, c'est un tout nouveau dispositif, une modification du décret sur la formation initiale des enseignants, pour permettre de donner l'accès aujourd'hui à un titre pédagogique en section 4 et 5 à des étudiants en traduction et interprétation, dont la combinaison linguistique ne comprend qu'une des langues enseignées dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire. Pour donner un exemple très concret, un étudiant diplômé en bachelier de traduction en interprétation qui aurait étudié le néerlandais et le danois ne pouvait pas s'inscrire pour l'instant en section 4, alors qu'il pouvait très bien vouloir devenir enseignant de néerlandais. Le dispositif prévoit de faire sauter cette restriction, ce qui permettra d'augmenter le nombre de candidats et candidates potentiels vers les cursus en enseignement. Il s'agit là d'un premier pas. Le texte est maintenant soumis à la concertation à l'ARES et nous serons attentifs à son avis. Nous sommes aussi sensibles aux mesures en vue de permettre l'accès aux enseignants de seconde carrière et qui possèdent déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, une maîtrise d'une langue étrangère. Alors, je vais citer ici quelques exemples. Évidemment, je vais citer des universités et des hautes écoles. Ça ne veut pas dire que nous ne prenons pas le reste de ce qui est fait comme extrêmement important, mais à titre d'exemple, nous avons l'UCL qui, en collaboration avec la Haute École de Vinci, propose un certificat en didactique du néerlandais, langue étrangère, accessible à des adultes souhaitant donner ce type de cours dans l'enseignement obligatoire. Ce certificat permet de former rapidement, au niveau de la langue et de la didactique, les personnes n'ayant pas accès à l'agrégation en néerlandais. Ce certificat octroie un titre suffisant pour l'enseignement du néerlandais en Fédération Wallonie-Bruxelles, soit maître de seconde langue primaire, secondaire inférieure, soit secondaire supérieure en fonction de l'orientation suivie par le participant. Un autre exemple aussi à Bruxelles, la Haute École Francisco Ferrer qui s'est associée avec la Erasmus Hogeschool Brussels pour organiser le certificat inter-haute école en didactique du néerlandais, langue seconde et langue d'immersion. Avec ce certificat en poche, on peut enseigner le néerlandais langue seconde dès la 3e primaire, enseigner le français en langue seconde dans les écoles néerlandophones, devenir enseignant en immersion à partir de la 3e maternelle jusqu'à la 3e année du secondaire, à condition de passer également un examen externe. Le gouvernement de la communauté française continuera d'être attentif à tous ces types de projets, ainsi qu'à toutes les propositions qui arriveront à l'avenir. Et nous essaierons, dans la capacité qui est la nôtre, de pouvoir les soutenir de toutes les manières qui soient les plus adéquates. Alors, je voudrais remercier Mme Lyon pour son travail et son rôle aujourd'hui en tant que coordinatrice de la FIE. Je voudrais aussi remercier Mesdames Sablon de Graaf et M. Zetouni pour l'organisation des tables rondes. Merci à M. Xman, professeur et spécialiste de l'immersion, pour les nombreux éclairages et pistes de réflexion à venir. Et je vous souhaite à toutes et toutes un bon débat. Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'administrateur, monsieur le chef de cabinet adjoint. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Et donc, c'est mon tour. Donc, je suis chef de projet pour la cellule d'appui à la réforme de la formation initiale des enseignants, donc RFIE. Mais je ne suis pas toute seule dans cette cellule. Donc, il y a dans le fond de la salle, parce qu'elles se font discrètes, mais il y a Cathy Baudson et Virginie Ospel qui font partie de l'équipe et donc qui ont aussi bien manœuvré pour l'organisation de ce Midi de la Rez. Donc, je pense qu'on peut les applaudir. Et donc, je tenais à vous remercier en tout cas pour votre présence et comme l'ont rappelé ces mots d'introduction, la pénurie des enseignantes et des enseignants de langue moderne est un enjeu majeur. Ce problème touche aussi bien l'enseignement en général que particulièrement l'enseignement en immersion. Elle a des répercussions directes sur la qualité de la formation des élèves et l'égalité des chances dans l'apprentissage des langues. Alors, la réforme de la formation initiale des enseignants a mis en place une commission de coordination de la formation initiale des enseignants, de l'enseignement obligatoire, de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit, qui, heureusement, on l'appelle d'un nom beaucoup plus court, la COCOFI. Cette commission a pour mission de remettre des avis au gouvernement, soit à la demande de celui-ci ou d'initiative.
Et cette commission a effectivement la particularité que c'est un lieu unique puisqu'elle réunit les représentants de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement supérieur. Il y a en 2024, en février 2024, la COCOFI a mis en lumière par un avis l'urgence de la situation et la nécessité d'adopter des mesures pour répondre à la crise de la pénurie des enseignants. Parmi les pistes évoquées, plusieurs points méritaient en tout cas une attention particulière, notamment l'amélioration de l'attraction sur les boutons. L'amélioration de l'attractivité du métier d'enseignant dans l'enseignement des langues, la révision des parcours de formation. La COCOFI propose notamment d'intégrer des modules dédiés aux langues modernes au sein de la formation des enseignants de la section 2, donc la section 2 qui correspond à l'instituteur primaire, et d'explorer la création d'un certificat en didactique des langues modernes. Elle met en avant aussi le renforcement des dispositifs de formation continue pour permettre aux enseignants en place d'élargir leurs compétences et d'enseigner les langues modernes avec des approches adaptées aux réalités de terrain. Une réflexion sur les modalités de recrutement, notamment par l'introduction de parcours de reconversion plus accessibles pour attirer des professionnels issus d'autres domaines vers l'enseignement des langues. Les avis de la COCOFI, vous pouvez les retrouver sur le site de l'ARES. Alors, ces pistes, parmi d'autres, peuvent guider l'élaboration de solutions concrètes et pérennes pour surmonter la pénurie. Mais au-delà des mesures techniques, ce débat nous invite à une réflexion plus large sur la place des langues dans notre système éducatif et sur la valorisation du métier d'enseignant. Donc, aujourd'hui, nous sommes là présents pour ouvrir le débat et les échanges. Et pour cela, nous avions plusieurs intervenants qui étaient annoncés dans l'invitation. Malheureusement, nous avons 2 intervenants qui ont eu un souci de dernière minute. Donc, Madame Sablon, qui est directrice d'une école d'immersion néerlandaise à Nivelles, n'a pas pu nous rejoindre. Et Monsieur Zeitouni, qui est expert dans la formation aux fonctions de sélection de promotion, mais que vous avez notamment mentionné dans votre discours pour le certificat, la mise en œuvre du certificat inter-haute école, est malade et donc voilà, s'excuse aussi de ne pas être présent. Mais il nous reste 2 intervenants. Donc voilà, nous accueillons Pauline de Grave, qui est chargée de cours en linguistique et didactique du néerlandais à l'UC Louvain, qui nous apportera une perspective académique sur les défis et solutions liés à la formation des enseignants de langue. Et Monsieur Philippe Ilixman est enseignant-chercheur en langue et linguistique néerlandaise et en communication multilingue à l'UC Louvain et vice-recteur aux affaires académiques et étudiantes à l'Université de Luxembourg. Il a été le porte-parole de la recherche multidisciplinaire sur l'immersion linguistique, un projet de recherche mené par l'UNAMUR et l'UC Louvain. Son intervention portera sur l'avenir de l'enseignement en immersion et les enjeux qu'il soulève. Et donc, après ces interventions, nous aurons un moment d'échange, de débat, questions-réponses, où je vous invite évidemment à participer activement. Et je vous remercie encore pour votre présence. Et donc, nous allons passer aux présentations. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait, ben voilà. Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup pour votre invitation, merci pour votre accueil. Donc, Pauline de Grave, je suis professeure et chercheuse à l'Université de Louvain-la-Neuve, l'UC Louvain, dans les domaines de la linguistique et de la didactique du néerlandais. Alors, pénurie des enseignants de langue et en particulier de néerlandais, que peut-on bien faire? Je vous propose aujourd'hui de vous faire un petit état de la situation et puis de vous présenter ce que nous vous avons mis en œuvre à l'UC Louvain pour faire face à cette pénurie.
Alors, la situation, elle est bien connue, une pénurie que tout le monde connaît. Il suffit d'ouvrir son journal, de regarder le JT, et d'année en année, on retrouve ces mêmes titres. Pénurie de profs de néerlandais, pénurie de profs de langue. On voit là déjà depuis plusieurs années ces titres qui reviennent comme une douce chanson. Alors évidemment, ça impacte les écoles. Les directeurs, les directrices d'école doivent faire preuve de beaucoup de créativité et de flexibilité pour arriver à trouver quelqu'un qui pourrait bien donner 16 heures de cours. Petite illustration, je ne vous bombarde pas de chiffres. Voici 2 offres d'emploi que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. C'est un nouveau canal pour trouver des enseignants. Voilà, des messages du genre « J'ai toujours 3 remplacements en langue germanique ». Ou alors un autre message « Vous n'avez pas les titres, vous n'avez pas les diplômes, ce n'est pas grave, venez dans notre école, on cherche toujours des enseignants ». Alors, bon, ça pourrait faire un peu rire, mais en fait, ça impacte aussi directement nos premières victimes, qui sont les élèves. L'été passé, il y a eu un reportage de RTL dans une école bruxelloise où la quasi-totalité des rhétoriciens avaient raté leur année en raison d'un échec à un cours de néerlandais. Jusque-là, ça peut paraître normal. Mais en fait, les parents disaient « Oui, mais moi, mon enfant, il n'a pas eu cours depuis 2 ans et demi. Il n'y avait pas de prof de néerlandais. » C'est donc un problème assez sérieux. Le néerlandais en Wallonie est encore un choix, il n'est pas obligatoire. Et dans une étude, on a quand même entendu des parents qui nous disaient ben, « Moi, je préfère inscrire mon enfant en anglais, où il aura plus de chances d'avoir un prof, que de l'inscrire en néerlandais, où il aura là un cours de rien, il n'y a pas de prof. » Alors, malheureusement, cette situation ne va pas s'améliorer, puisque les chiffres nous montrent que les étudiants dans les filières pédagogiques sont de moins en moins nombreux. On le voit, il y a un recul du nombre d'inscrits dans les filières pédagogiques, notamment en langue germanique. Donc, ce problème va durer. Et dans tout ça, on voudrait rendre le néerlandais obligatoire en Wallonie. C'est une idée qui traîne déjà depuis plusieurs années. Caroline Désir le voulait, Valérie Glatemi le souligne encore. On sait que ce serait intéressant pour les Wallons de parler néerlandais, de maîtriser le néerlandais. On a pu le montrer dans plusieurs études. Le néerlandais est vraiment un atout mais dans le milieu professionnel, à l'entrée du milieu professionnel, mais aussi dans le développement professionnel. Oui, mais en fait, on n'a pas de prof de langue, on n'a pas de prof de néerlandais. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Mais voilà, c'est la bonne question. Et maintenant, on fait quoi? On n'a pas de prof de néerlandais, mais en fait, on a besoin d'enseigner le néerlandais. On aimerait rendre cette langue obligatoire. Donc, que fait-on? À l'UC Louvain, on a décidé de mettre en place plusieurs actions face à cette pénurie. On a à l'université 3 missions principales qui sont l'enseignement, la recherche et les services à la société. Et à ces 3 niveaux, pour ces 3 missions, nous avons mis en place des actions que je vais vous présenter maintenant en me focalisant un peu plus sur la question de la formation. Alors, la question de la formation, ben oui, en fait, il y a une pénurie qu'on connaît tous, qui est persistante, qui est là depuis plusieurs années et qui ne va pas aller en s'améliorant. Mais paradoxalement, il y a des candidats potentiels et motivés pour enseigner cette langue. Et il y a aussi un manque de formation accessible et réaliste et qui répondent aux besoins de ces gens qui sont candidats pour enseigner les cours de néerlandais. Il y a plusieurs groupes qu'on peut identifier dans ces personnes motivées. Un premier groupe auquel on pense souvent, ce sont les diplômés d'autres orientations. Des personnes en reconversion professionnelle qui ont eu un autre diplôme, qui ont eu un autre métier et qui se disent bah, « moi, en fait, je pourrais enseigner le néerlandais ». On pense à des gens qui viennent des entreprises, qui ont travaillé dans le service administratif, dans la communication. Il y a aussi des profs d'autres disciplines, qui se disent bah, « moi, en fait, je pourrais mettre une corde supplémentaire à mon arc et aussi enseigner du néerlandais, compléter mon horaire avec du néerlandais ». Mais pour toutes ces personnes, en fait, c'est très compliqué. Il faut refaire une formation complète. Et qu'est-ce qui se passe? Ces gens sont quand même dans l'enseignement. Ils enseignent parfois pendant plusieurs années sans aucune formation. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il n'y a rien qui est mis en place pour les accompagner dans cette transition.
Deuxième groupe de personnes qui est un peu moins visible, ce sont les diplômés d'autres langues. Donc, comme le disait monsieur le chef de cabinet adjoint de la ministre, en Fédération Wallonie-Bruxelles, étudier les langues modernes, il faut en choisir deux langues modernes. Donc, toute une époque, il fallait choisir deux langues, soit germanique, soit romane. Donc, on avait des étudiants qui étudiaient l'anglais et puis en fait, il y avait souvent aussi le néerlandais ou l'allemand. Et ça nous permettait quand même d'avoir un groupe de profs de néerlandais correct. On a changé ce système, on s'est montré plus créatif. Maintenant, on peut prendre deux langues modernes au choix. On peut combiner. Et ce qu'on a principalement, ce sont des étudiants qui choisissent anglais, espagnol. Mais ils peuvent choisir aussi espagnol, allemand, italien. Ils peuvent faire beaucoup de combinaisons différentes, ce qui pose aussi quelques problèmes au niveau des horaires, mais c'est une autre question. Mais donc, pour ces étudiants, on a pas mal d'étudiants qui prennent donc deux langues, mais quand ils arrivent dans l'enseignement, c'est difficile d'avoir un horaire complet avec ces langues-là. Ils nous reviennent quelques années plus tard en nous disant, ben, en fait, j'aimerais bien avoir aussi un peu de néerlandais, comme ça je pourrais remplir mon horaire avec aussi du néerlandais. Et là, qu'est-ce qu'on doit leur répondre? Mais en fait, ça n'est pas possible. Vous n'avez même plus assez de crédits pour faire une agrégation en une seule langue. Donc, allez enseigner comme vous le pouvez. Vous n'avez peut-être plus tout à fait le niveau néerlandais qu'il faut. Vous n'avez peut-être pas tous les trucs et astuces pour enseigner le néerlandais. Mais débrouillez-vous, nous, on ne sait pas vous accompagner. Troisième groupe, qui est là, souvent passe sous les radars, ce sont les diplômés d'une seule langue. Donc, en Fédération Wallonie-Bruxelles, on doit étudier deux langues. Mais à l'étranger, il y a beaucoup d'universités où on peut avoir une seule langue. Notamment en France, il y a des programmes où il y a une seule langue. En Pologne, il y a beaucoup d'étudiants qui étudient le néerlandais. Oui, ça peut paraître étonnant, mais il y en a. Il y en a aussi chaque année qui viennent chez nous en Erasmus pour étudier le néerlandais à l'IT Louvain. Et ben, ces gens, ils nous disent, ben, moi, j'aimerais bien enseigner le néerlandais en Fédération Wallonie-Bruxelles. Qu'est-ce que je pourrais faire quelle formation je peux suivre chez vous? Et là, notre réponse est en fait rien. On n'a rien pour vous. Chez nous, c'est deux langues. Donc, vous devez faire l'agrégation en deux langues. Vous n'avez pas deux langues sur vos diplômes. Donc, ça n'est pas possible. Donc, je suis ravie d'entendre cette proposition qui répond à une vraie demande. Voilà, vous avez donc ici quelques groupes de personnes qu'on ne peut même pas former parce qu'il n'y a pas de formation accessible pour ces profils-là actuellement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, la solution actuelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles était de dire, allez faire, pour ceux qui peuvent, un titre pédagogique dans votre domaine initial. Donc, si vous avez un diplôme en communication, allez faire un titre pédagogique en communication. Ensuite, passer un test de langue. Un test de langue, pas un test pour enseigner la langue. Un test de langue, comme vous en passeriez un pour partir en Erasmus ou pour travailler dans le service administratif à Bruxelles, par exemple. Donc, un test de langue. Avant, ce test de langue était un test en école de promotion sociale. Avec Caroline Désir, ils ont élargi. Et donc, c'est des tests, on peut en chercher, on peut en trouver un peu partout. Et donc, cette combinaison titre pédagogique plus test de langue donne accès à un titre suffisant. Un titre suffisant, ça veut dire que vous pouvez être nommé dans votre fonction. Ça veut dire aussi que vous avez un salaire un peu plus bas qu'un titre requis, donc une personne qui a fait tout le parcours, mais un salaire tout à fait correct. Alors, ce scénario pose problème à plusieurs niveaux. Premier niveau, est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller demander à des gens d'aller faire un titre pédagogique dans un autre domaine alors qu'ils n'ont pas du tout l'intention d'enseigner dans ce domaine? À titre d'exemple, nous avons eu il y a quelques années une étudiante, une diplômée de droit qui a travaillé pendant des années au Parlement bruxellois, qui avait une passion pour le néerlandais et qui a dit moi j'aimerais beaucoup enseigner cette langue, mais je ne sais pas du tout comment ça marche. On a dû lui dire, alors, voilà, vous venez de la faculté de droit, donc l'agrégation qui est liée à votre domaine, c'est l'agrégation en sociologie.
Donc, allez étudier l'agrégation en sociologie. Vous allez avoir des cours de didactique de la sociologie. Vous allez avoir des stages dans la sociologie. Vous allez enseigner la sociologie. Ensuite, vous allez passer un test de néerlandais. Et là, la Fédération Wallonie de Bruxelles vous dira que vous êtes suffisamment formé pour enseigner le néerlandais. Elle nous est revenue quelques années plus tard en disant bah, « moi, je suis perdue ». Deuxième problème, quelle est l'équité? Ce scénario de titre pédagogique plus test de langue égale titre suffisant existe uniquement pour les langues modernes. On a une pénurie de profs de maths. Je n'ai jamais vu qu'on disait à un agrégé en sociologie ou en histoire ben, allez passer un test de maths quelque part, montrez que vous connaissez les maths, et puis revenez, vous aurez un titre suffisant pour enseigner les maths. Est-ce que c'est vraiment équitable entre les disciplines? Et puis, troisième problème, c'est en fait, qu'est-ce qu'on fait des difficultés que ces personnes rencontrent? Cette brave enseignante qui a une agrégation en sociologie, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Elle a des difficultés dans la langue néerlandaise, parce qu'elle a beau avoir passé un test de langue, elle peut encore avoir des difficultés dans la langue. Et puis au niveau didactique, comment est-ce que j'enseigne cette langue? Comment est-ce que j'aide mes élèves à comprendre et à apprendre cette langue? Alors vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, des difficultés didactiques, une connaissance de la langue? Ben voilà, ici quelques témoignages très concrets qu'on a pu récolter ces dernières années. Le premier témoignage est un témoignage que j'ai copié-collé du réseau social Facebook, qui date d'il y a quelques mois. Une enseignante qui nous dit « Un collègue arrêtant ses fonctions après les congés d'automne, j'ai été bombardée, j'utilise le mot bombardée, professeur de néerlandais par ma direction. Malheureusement, ma seule compétence à la matière est d'être néerlandophone. Auriez-vous des recommandations, des manuels, etc. etc. » Et puis, elle dit qu'en plus, la classe n'est pas facile, ils ont des difficultés en langue et leur motivation n'est plus au top. Voilà, on la projette prof de langue, elle vient d'un autre domaine, elle ne connaît pas les manuels, mais pour ceux qui enseignent le néerlandais, ils sauront vite qu'en fait, enseigner une langue, ce n'est pas juste passer les pages d'un manuel de néerlandais, il faut aussi avoir des compétences didactiques. Qu'est-ce que c'est d'enseigner cette langue? Deuxième témoignage, un diplômé en informatique qui enseigne le néerlandais et qui nous dit « J'ai perdu mon emploi. Comme je parle bien néerlandais, je me suis dit « Pourquoi pas devenir prof de néerlandais ?» Je viens d'être engagée dans une école. Je suis le seul prof de néerlandais, donc c'est la débrouille. Pour l'instant, j'explique mon expérience à mes élèves et je leur dis de me poser des questions. Je prends aussi des textes que je leur lis à haute voix et j'ai retrouvé quelques exercices de grammaire que je leur donne. » Bon, on le sent, c'est la débrouille, mais si peu. Troisième témoignage, mes parents sont hollandais. Je parle donc parfaitement le néerlandais. Ma direction était enthousiaste d'engager une native, mais en fait, je me rends compte que je sais difficilement expliquer à mes élèves quand je les corrige. Les règles de grammaire, par exemple, je ne les ai jamais apprises. Je ne sais donc pas expliquer à mes élèves pourquoi ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils disent est incorrect. Effectivement, on a beau connaître une langue, il faut aussi connaître la langue explicitement. Moi, je connais le français, je n'ai jamais étudié le français de manière explicite, peut-être à l'école, mais encore, j'aurais bien du mal à enseigner le français à des néerlandophones. Et puis alors, un dernier témoignage, c'est une prof d'histoire qui enseigne le néerlandais et qui dit que c'est très important de faire travailler l'oral chez les élèves. On peut être tout à fait d'accord. Hein. C'est vrai que les francophones sortent de secondaire avec une prononciation parfois un peu faible. Donc, je fais parler beaucoup mes élèves, mais j'essaye d'améliorer leur prononciation, mais je ne sais pas comment faire. Pour moi, c'est évident que ça sonne mal, mais pourquoi et comment l'améliorer? Je me sens démunie. Voilà donc quelques témoignages qui vous montrent qu'en fait, enseigner une langue, c'est bien plus que de plus ou moins la connaître. Il faut la connaître aussi explicitement et il faut aussi savoir l'enseigner, l'apprendre et accompagner les élèves dans cet apprentissage. Voilà donc, on est dans une situation où on a besoin d'une formation qui est adaptée au profil des candidats enseignants, en fonction d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait en amont, quel est leur profil, quelle est aussi leur réalité de vie. Leur dire reprenez 5 ans ou 6 ans d'études à temps plein en horaire de jour, c'est juste inimaginable. Qui porte sur la didactique du néerlandais, comment est-ce qu'on enseigne et comment est-ce qu'on apprend cette langue.
qui permet aussi de réactiver la connaissance implicite, la maîtrise de la langue, mais aussi qui permet d'activer ou de réactiver la connaissance explicite de la langue, et puis qui soit aussi ancré dans la pratique de terrain. L'objectif n'est pas de donner une multitude de cours théoriques, mais des choses pratiques que ces personnes peuvent mettre en place dans leur enseignement. Voilà donc pourquoi on a créé en septembre 2023 un certificat en didactique du néerlandais langue étrangère, qui est un certificat organisé par l'UC Louvain en faculté de lettres, chapeauté par l'Institut de formation continue de l'université. Et nous avons organisé ce certificat en partenariat avec plusieurs institutions, la Haute École Vinci, la Taaluni, la KU Leuven, la Haute École Ella et le Forum. Voilà, donc tout ce petit monde s'est réuni, on a bien bossé, on a bien travaillé. Et voilà ce qu'on a donc créé. Quelle est l'organisation de ce certificat? C'est un certificat en 30 crédits. Alors, 30 crédits, ce n'est pas un chiffre sorti de nulle part. 30 crédits, c'est en fait l'équivalent de l'AESS, donc l'agrégation de l'enseignement supérieur. On s'est dit, OK, on a des gens qui ont déjà un diplôme. L'objectif, c'est d'atteindre des gens qui ont déjà un diplôme. S'ils doivent faire l'AESS, c'est 30 crédits. Donc, ici, on a pris l'équivalent en se focalisant uniquement sur le néerlandais, en se disant, l'objectif, c'est que ces gens, ils enseignent uniquement le néerlandais et pas plusieurs langues, comme dans la formation initiale. On demande évidemment des prérequis. On ne prend pas n'importe qui ne connaît pas le néerlandais et qui n'a aucun diplôme. Il faut une maîtrise de la langue minimale. Il faut aussi un diplôme de l'enseignement supérieur. Et cette formation est organisée en horaire adapté, les mercredis et les soirées. Dans le contenu, nous avons un tronc commun qui porte sur la connaissance implicite, la maîtrise de la langue, et la connaissance explicite de la langue, qui est donnée à l'UC Louvain. Et puis, nous avons 2 orientations pour les questions didactiques et les pratiques réflexives d'enseignement. Une orientation pour le primaire et secondaire inférieur, qui est donnée par Vinci. Ou alors, les étudiants peuvent choisir l'orientation secondaire supérieure, avec là les cours qui sont donnés à l'UC Louvain. Dans cette formation, nous intégrons une variété de formats d'apprentissage. Nous n'avons pas que des cours, il y a des cours, mais il y a aussi des workshops, des tables de conversation pédagogique afin que ces participants puissent pratiquer la langue en discutant de questions pédagogiques et didactiques. Ils ont des stages, ils ont un accompagnement réflexif. Nous avons aussi un partenariat avec l'Université d'Anvers, avec lequel on fait des binômes pour pouvoir les immerger avec des enseignants de français en Flandre. Et cette formation est reconnue au titre suffisant, mais uniquement pour les porteurs d'un titre pédagogique. Donc pour les autres, il n'y a pas de reconnaissance de titre, il y a une reconnaissance de titre de pénurie pour les personnes qui n'ont pas de titre pédagogique. Alors cette formation rencontre un très grand succès. On a eu énormément de manifestations d'intérêt. Vu la limitation de nos moyens, on a limité les inscriptions. Et on a une variété de profils qui se sont présentés. Environ 50% des participants enseignent déjà le néerlandais. 50% ont déjà un titre pédagogique dans des orientations du type langue moderne, des gens qui enseignent anglais, espagnol ou espagnol-allemand. Ou alors un diplôme en histoire. On a aussi des enseignants de latin-grec, on a des enseignants de français, on a même des enseignants d'éducation physique. Et environ 20% des personnes qui se sont présentées enseignent le néerlandais, déjà depuis plusieurs années, sans titre pédagogique. Donc, les gens qui n'ont pas de titre pédagogique et à qui on dit, en fait, vous faire tout un parcours, ils nous répondent, moi, ce n'est pas faisable. Ils restent dans leur classe et ils enseignent. Ce sont des gens qui viennent du domaine de la communication, de la RH, de l'informatique, du tourisme. Alors, quels sont les freins auxquels nous sommes confrontés dans cette formation? Tout d'abord, la non-reconnaissance de titre pour les personnes sans titre pédagogique. Les personnes qui n'ont pas de titre pédagogique, ils trouvent ça cohérent avec leur projet personnel et professionnel d'avoir ce type de formation-là, plutôt qu'une agrégation dans leur domaine initial, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais malheureusement, cette formation-ci n'est pas reconnue pour les personnes qui n'ont pas de titre pédagogique. Deuxième frein, c'est le coût. C'est une formation qui a un coût, c'est un minerval universitaire, donc c'est un certain coût pour ses participants. Voilà donc
pour la formation. Un deuxième niveau sur lequel on travaille, c'est la recherche. Alors, je vais expliquer ça très, très brièvement. Nous semble essentiel dans la situation dans laquelle on est de d'abord bien cerner la réalité de terrain de l'apprentissage du néerlandais en Fédération Wallonie-Bruxelles. La réalité de terrain, celle des élèves, comment est-ce qu'eux, ils vivent le cours de néerlandais en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi le vécu et le profil des enseignants, comprendre quelle est leur expérience, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs difficultés, quelles sont leurs satisfactions, quel est l'accompagnement dont ils ont besoin, etc. On a déjà fait plusieurs petites études et là, on va lancer très prochainement avec la TAL une grande enquête qui va se dérouler en avril et en mai en Fédération Wallonie-Bruxelles auprès des enseignants pour mieux cerner leur expérience de travail et afin de mettre en place des choses qui correspondent vraiment à leurs besoins. Deuxième volet sur lequel on travaille dans ce cadre de pénurie, c'est d'améliorer et d'analyser les pratiques didactiques du néerlandais, bien cerner comment est-ce que le néerlandais s'apprend, en particulier chez des francophones, mais aussi chez d'autres élèves. Il y a de plus en plus d'élèves multilingues en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc là, on travaille sur toutes des questions de comment est-ce qu'on travaille, les compétences orales. On sait que c'est un point difficile en Fédération Wallonie-Bruxelles. Quelles sont les méthodes d'enseignement efficaces, hein, notamment des questions d'immersion. Est-ce qu'on peut utiliser l'immersion dans des cours de langue? Comment est-ce qu'on intègre la culture, etc. Alors, dernier volet sur lequel on travaille face à la pénurie, ce sont les services. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il y a beaucoup d'enseignants qui sont dans des classes sans avoir de formation pour effectuer ce métier. Donc, on essaye de les accompagner au mieux. Et un premier volet sur lequel on travaille, c'est le matériel d'enseignement. Il faut savoir que pour le néerlandais, il y a beaucoup moins de matériel que pour l'anglais. L'anglais, il y a vraiment beaucoup de choses disponibles gratuitement en ligne. Toutes les choses ne se valent pas, mais c'est une langue tellement répandue qu'on trouve quand même assez facilement du matériel intéressant. Pour le néerlandais, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des ouvrages évidemment publiés, mais ils sont parfois trop chers pour les élèves. C'est parfois impossible d'imposer l'achat d'un manuel scolaire par les élèves. Et donc, ce que l'on fait, c'est développer du matériel d'enseignement gratuit, disponible, de qualité, parce que les enseignants utilisent parfois aussi des choses qu'ils trouvent sur Internet et qui sont parfois juste catastrophiques. Donc voilà, ici avec la TAL-Unie, avec la KU Leuven, on travaille sur des leçons toutes faites et qui portent sur la culture et l'actualité en Flandre et aux Pays-Bas. Dans des enquêtes qu'on a menées auprès des élèves, les élèves disent « moi, j'apprends une langue, mais je ne sais presque rien de cette société, de la société néerlandophone. J'ai envie d'en savoir plus ». Donc l'idée est de partir sur des éléments culturels et actuels. Bon, c'est pas de la culture, hein, c'est pas les peintres du XVIIe siècle, hein, vous le voyez ici. Ici, il y avait une leçon sur la question du genre dans les films de Lucas Dont, une autre leçon qui était sur les influenceurs flamands et hollandais. Et donc, ce sont des leçons toutes faites, tout le déroulé est préparé. Et alors, c'est un matériel, vous voyez, il y a un petit encart, vous pouvez complètement le modifier par vous-même, mais c'est entièrement gratuit, c'est relu, c'est retravaillé. C'est des personnes du domaine qui les préparent, donc c'est quand même de très bonne qualité. Alors, ça varie. Il y a une partie qui est pour le primaire. Il y a un peu moins de leçons pour le primaire, et puis après, c'est pour le secondaire. Et oui. Ça varie du niveau. Là, vous voyez, là, c'est niveau B1, B2, mais on a aussi des choses de niveau plus bas. Et voilà, c'est entièrement gratuit, disponible sur le site de la TAL-Unie. Ça s'appelle Hapklaar Nederlands. Voilà. Alors, un autre service, ce sont tout ce qui concerne la formation continue pour les enseignants. Ces enseignants se retrouvent parfois dans leur classe sans savoir comment faire. Donc, il faut réussir à les accompagner au maximum. Et puis, même pour les enseignants qui ont eu une formation initiale, c'est essentiel qu'ils puissent continuer à se former. Je vous parlais de la recherche. Nous, l'objectif, c'est de faire de la recherche, mais que cette recherche, elle soit transmise et qu'elle soit mise en application. Notre objectif n'est pas simplement de publier des articles scientifiques. L'objectif, c'est que ce soit mis en pratique. Et donc, on fait des formations régulières. On n'imaginerait pas se faire soigner un cancer par un médecin qui n'a plus aucune formation
depuis les années 90, mais c'est la même chose pour l'enseignement et pour l'apprentissage des langues et d'autres disciplines. Il faut se mettre à jour. Donc, on organise des journées didactiques. On a aussi un cours d'été en didactique qui est organisé avec la KU Leuven, financé par la Taalunie. On a aussi des modules en ligne. Voilà, il suffit de s'inscrire, c'est entièrement gratuit. Ici, on avait développé un module sur la prononciation et donc comment est-ce que les enseignants peuvent travailler la prononciation avec leurs élèves. Et puis aussi, on a des tables de conversation pédagogique également avec la Taaluni. Donc, le principe est qu'on a des tables de conversation, mais on amène des questions en lien avec sa classe et les participants choisissent eux-mêmes les thématiques dont ils discutent. Voilà, dernier point pour les services, ce sont les activités pour les écoles. On a régulièrement des activités pour les écoles, pour aussi sortir les élèves de leur cadre et amener des choses en lien avec les langues, avec le néerlandais. Notre prochaine activité aura lieu mi-mai. Ça porte sur la musique nous rend-elle multilingue. Il y aura une petite conférence sur cette question du lien entre musique et langue. Puis il y aura un spectacle avec des apprenants du monde entier qui chantent des chansons en néerlandais. Et alors après, une conférence, une conclusion animée par les étudiants en langue germanique et moderne de l'UC Louvain qui vont interroger les acteurs en demandant tiens, toi tu parlais quasi pas néerlandais, tu as fait tout ce spectacle, comment ça s'est passé, etc. Voilà, vous êtes tous les bienvenus. C'est également entièrement gratuit à la ferme du bureau à Louvain-la-Neuve. Voilà, donc quelques pistes d'action. Mais maintenant, nous, on a besoin de soutien politique. Voilà, cette situation de pénurie est bien connue, elle est problématique. Il y a un manque de formation pour ces gens qui sont dans les classes, qui ont envie d'enseigner, mais qui, au final, sont dans les classes. Ils ne sont pas épaulés et n'ont pas accès à des formations réalistes dans leur cadre. On propose ici des possibilités d'action, une formation qui contient la didactique, la connaissance de la langue, des pratiques réceptives, des pratiques de terrain. On propose aussi des accompagnements. Mais on a besoin de soutien au niveau de la reconnaissance de la formation. Elle n'est pas reconnue pour des personnes qui n'ont pas de titre pédagogique. Donc, on les envoie faire des titres pédagogiques dans d'autres domaines alors que leur projet, c'est d'enseigner le néerlandais. Aussi besoin de financement. Il y a quelques années, il y a eu un certificat en philosophie et citoyenneté qui avait été financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de la mise en place de ces nouveaux cours de philosophie et citoyenneté. On pourrait imaginer qu'ici, pour faire face à la pénurie, on ait un soutien pendant quelques années pour former ces enseignants. Il faut évidemment se rendre compte que c'est une responsabilité de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans la pénurie des enseignants, mais aussi le manque de formation de nos élèves. On en arrive à une situation où les élèves échouent leur année, échouent leur réto, parce qu'ils n'ont pas eu cours pendant plusieurs années. Donc, quelle est la responsabilité de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans cette situation? Il y a quelques années, l'État avait été condamné à engager plus de personnel pour faire face à l'arriéré judiciaire suite à une plainte qui avait été portée contre l'État belge. J'espère de tout cœur qu'on n'arrivera pas à une situation où des parents vont porter plainte contre la Fédération Wallonie-Bruxelles parce que leur enfant n'a pas eu de cours pendant plusieurs années, faute d'enseignants et faute de formation réaliste pour former des gens à enseigner ces cours. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Je vous propose en tout cas de poursuivre par l'intervention avec Monsieur Ilixman. Notez bien vos questions et vos remarques parce qu'après nous aurons un temps pour les questions et les réponses. Voilà. Merci déjà pour cette première intervention. Voilà, bonjour à toutes et tous. Après cet exposé brillant, enthousiaste de Pauline et le message aux politiques. J'ai même pris une photo. Je ne sais pas si Pauline a pris une photo, mais c'est très bien. C'est très bien. Moi, je vais te permettre d'être un peu plus direct sur le politique. Dans ma carrière, elle est faite. Ça ne me Pauline pas encore. Alors, de mon côté, je vais vous parler donc, de l'immersion.
Et donc, j'ai un peu structuré ça en 3 fois. Que dit la recherche sur l'immersion, quels sont les pistes et les enjeux. Et aussi, plus près. Ok, ça va. Je ne suis pas habitué au micro, j'aime bien parler comme ça. Et aussi, puisque c'est ma nouvelle réalité professionnelle, éventuellement donner un exemple. Qu'est-ce qui se passe au Luxembourg? Je sais que ce n'est pas transféré à la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc j'espère que la ministre ne se lèvera pas demain en disant tiens, je vais suivre le conseil de Philippe Bilixman, je vais prendre la situation du Luxembourg et la plaquer en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est totalement irréaliste. Alors, ce que dit la recherche, donc clairement, je pense que Leslie l'a dit en début, en introduction, donc on a entre 2014 et 2019 fait une recherche transdisciplinaire, multidisciplinaire et particulièrement intéressante. C'est pas parce que j'étais le parole que je le dis, mais tout simplement parce que les résultats sont particulièrement intéressants. Justement sur l'immersion, où on a comparé des résultats d'apprenants à la fois en filière francophone et en filière immersive. Et ce qui nous intéressait, c'était de voir quelles sont les différences entre les groupes, quels sont les aspects linguistiques qui montrent des différences ou pas de différences, et de vérifier aussi quels facteurs cognitifs, socio-affectifs et pédagogiques interviennent à ce niveau-là. Alors vous pourriez dire, cette étude, elle date de 2019, ça fait 6 ans, donc les choses ont changé depuis lors. Alors, quelles sont les conclusions générales du projet? Donc, je ne vais pas vous donner les résultats, je dirais, scientifiques en termes de maîtrise de la langue et tout ça. Donc, ça, bon, vous avez un QR code en bas que vous pouvez aller voir le petit dinosaure. Je n'ai pas réussi à le remplacer par autre chose que le petit dinosaure. Et donc, c'est clairement que les résultats que l'on a pu dégager de ce projet, c'est que certes, il y avait des éléments positifs, des effets positifs qui ont été mesurés au niveau de l'apprentissage des langues, mais ce sont des processus qui ne sont pas nécessairement dus à l'immersion. Donc, on les retrouve en immersion, mais ce n'est pas nécessairement dû à l'immersion en tant que telle. Heureusement, il y a des gains pour la langue cible. Alors, vous vous direz, bon, il ne manquerait plus que ça. Donc, ils ont déjà beaucoup plus de cours dans des disciplines dans la langue étrangère. Donc, il y a un gain évident pour la langue cible. Et ce que l'on a constaté, c'est qu'on a fait une comparaison entre des élèves à la fois de la filière en anglais, donc immersion en anglais, immersion en néerlandais. L'avantage est plus net pour le néerlandais que pour l'anglais en tant que langue cible. Alors toujours, c'est une des questions qu'on a toujours des parents lorsqu'on organise une réunion ou lorsqu'on organise quelque chose concernant l'immersion, c'est est-ce que mon enfant va quand même connaître sa langue maternelle, c'est-à-dire le français? Oui, il n'y a pas d'effet négatif sur la maîtrise du français. Donc là, on peut rassurer les parents. Si vous voulez, je peux même vous raconter une anecdote par rapport à ça, mais à l'inverse, où les personnes qui mettent leur enfant en immersion en 3e maternelle pensent que leur enfant sera bilingue après 3 semaines. Avec une non plus. Il n'y a pas d'effet observable. Alors, ça nous a quand même étonné. Il n'y a pas d'effet observable sur le fonctionnement cognitif des élèves, qu'ils soient en primaire ou en secondaire. Et lorsque l'on compare, on avait aussi comparé les résultats des tests CESS, CEB des élèves à la fin du primaire et du secondaire avec les résultats qu'ils obtenaient au niveau des langues. Et on constate que par rapport aux élèves francophones qui n'ont pas suivi l'immersion, là aussi, on a une acquisition des matières qui est au moins égale et dans ce cas même significativement meilleure que celle de l'enseignement traditionnel, ce qui est aussi quelque part un point positif pour l'immersion. Donc vous avez là, sur le QR code, vous avez aussi tous les articles scientifiques que nous avons pu publier depuis lors. Alors, il y a 2 ans, j'avais été invité par les États généraux de l'immersion en Fédération Wallonie-Bruxelles pour vous dire, donc, il y a 6 ans pour 2019, il y a 2 ans, je suis revenu avec toute une série d'éléments. Donc là aussi, vous avez l'opportunité d'aller revérifier ou aller réécouter, si vous voulez, l'interview et en tout cas les dossiers qui ont été préparés à ce niveau-là. Ces états généraux duré quelques mois et je pense que c'est au rythme d'une fois tous les 15 jours. Donc, tous les intervenants, les intervenantes au niveau du monde de l'immersion avaient été interrogés par le Parlement. Et là-bas, j'avais insisté sur différents éléments et vous verrez que certains éléments recoupent en fait ce que Pauline a expliqué tout à l'heure. Alors, d'une part,
ce qui est particulièrement important, c'est de soutenir la dynamique pédagogique positive que l'on retrouve en immersion. Et par exemple, ce qu'on entend par dynamique pédagogique positive, c'est le fait que l'équipe pédagogique que l'on retrouve en immersion est souvent nettement plus motivée que ce que l'on peut trouver dans l'enseignement traditionnel. Il y a une vraie interaction avec les directions, avec les parents, avec les élèves qui pourrait être considéré comme étant un modèle. Donc, soutenir cette dynamique serait en fait déjà un élément important. Alors, c'était le petit clin d'œil à l'époque aux membres du Parlement, c'est de dire que l'avantage que l'on a en immersion est plus net pour le néerlandais que pour l'anglais, donc il n'était probablement pas question de devoir supprimer le néerlandais comme langue d'immersion, ce qui est très bien évidemment, et ce sera encore mieux de le rendre obligatoire, même si les défis sont particulièrement importants. Un des éléments aussi qui revient systématiquement, je vous ai parlé tout à l'heure que par rapport aux matières, il y avait une acquisition des matières égales ou même un peu supérieures, donc des matières qui sont données dans la langue étrangère, donc histoire, sciences et ce genre de choses. Mais, comme vous le savez, le CESS et le CEB, ce sont des épreuves communes qui se font en français et donc jamais dans la langue d'immersion. Donc, intégrer partiellement les langues cibles, donc les langues d'immersion dans les épreuves communes, ça pourrait aussi être un élément intéressant pour dynamiser aussi l'immersion. Ceci, Pauline en a parlé de manière longue et a bien explicité en fait tout le processus qui a amené à mettre en place ce qui l'a amené à mettre en place le certificat. Très clairement, je me permets d'insister, il faut une formation, il faut une qualification des enseignants à un double plan. Il faut à la fois une connaissance approfondie de la langue et une formation didactique adaptée. Certains nous diront qu'il faut également une formation pédagogique, certes, mais si vous n'avez pas ces deux éléments-là, ça ne sert strictement à rien. Je pense que là, il faut être très clair. Si on n'a pas à la fois une maîtrise de la langue et en même temps une formation didactique adaptée pour l'enseignement de cette langue, autant oublier. Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est que quand des écoles prennent un natif néerlandophone et le mettent devant la classe, Pauline a donné un exemple tout à l'heure, oui, certes, il a une meilleure maîtrise de la langue, oui, c'est évident, mais à côté de ça, je préfère confier, si j'étais directeur d'école, je préférerais confier une classe à un francophone qui maîtrise bien le néerlandais et qui a fait une formation didactique en néerlandais qu'un néerlandophone qui maîtrise mieux, parce qu'il le maîtrise en tant que natif, qui maîtrise mieux la langue, mais qui n'a aucune formation didactique, que les choses soient très claires à ce niveau-là. Bon, c'était un autre clin d'œil, c'est soutenir les institutions qui proposent des certificats de diplôme pour que ces formations soient reconnues. Vous l'avez entendu aussi. Parfois, il faut répéter beaucoup de choses. Voilà. Devant mes élèves et mes étudiants, il faut parfois répéter 10 fois les choses. Mais je ne vous accuse pas, je vous accuse pas de ne pas entendre. Voilà. Alors, blague à part, je pense qu'il est aussi important d'aborder l'enseignement des langues dans son ensemble et d'éviter l'approche dichotomique que l'on a encore peut-être un peu trop entre immersion et non-immersion. Il y a des éléments que l'on pourrait utiliser de l'immersion dans l'enseignement traditionnel, les éléments culturels, Pauline y a fait allusion tout à l'heure, ça ce sont des éléments qui manquent peut-être un peu parfois, et donc peut-être aller plus vers un enseignement, on va dire un peu disciplinaire à partir de la langue, mais en se fondant évidemment sur une formation des élèves explicite et implicite de la langue suffisamment forte. En lien aussi avec la mise en place du pacte pour un enseignement d'excellence, c'était de décloisonner l'apprentissage scolaire et de favoriser davantage les liens entre les différentes disciplines et les matières, donc c'est ce que je viens de dire aussi, et aussi poursuivre les recherches sur l'enseignement des langues en général et en immersion en particulier. Alors, quels sont les enjeux? Et là, je vais me permettre quand même de dire 2-3 éléments. D'une part, je pense que dans la société dans laquelle on vit en 2025, ne pas concevoir l'enseignement des langues comme étant quelque chose de particulièrement important pour les jeunes, ce serait faire fi de la réalité multiculturelle qui est la nôtre et qui sera encore plus importante dans les années à venir.
Le multilinguisme, bon, je sais bien que tout le monde est convaincu de ça, ou en tout cas, j'espère que tout le monde est convaincu de ça. C'est à la fois un atout culturel, un atout économique, mais aussi un atout sociétal. Surtout quand on voit la montée des extrêmes et ce qui peut se passer actuellement dans le monde des jeunes, quand je vois aussi, dans mon contexte actuel, où la multiculturalité que je rencontre à l'Université du Luxembourg avec 150 nationalités différentes au niveau des étudiants, je peux vous assurer, c'est une richesse incroyable. Et il faut s'appuyer sur cette richesse et les motiver aussi à apprendre d'autres langues. Alors évidemment, la langue véhiculaire là-bas est l'anglais, mais je peux vous assurer qu'au détour de tous les couloirs, j'entends 5 ou 6 langues différentes, et donc c'est une richesse particulièrement importante. Et alors peut-être aussi rappeler que, ça c'est le dernier point ici que vous avez à l'écran, c'est que l'objectif quand même de l'Europe, depuis maintenant, je ne sais plus depuis quand, mais je pense que c'était même avant le tournant du siècle, c'était de dire, ben, l'objectif c'est 1+2, c'est-à-dire la langue que l'on dit encore trop souvent maternelle, et 2 langues en plus, et qui doit être mis en avant en fait pour justement arriver qu'à la fin de l'enseignement obligatoire, nos chères têtes blondes et celles qui sont moins blondes puissent aussi avoir la possibilité d'apprendre 2 langues et ne pas se dire en 3e ou 4e secondaire, ils se cantonnent à une seule langue étrangère, ce qui est en fait un peu scier la branche sur laquelle ils sont assis. Alors, prendre l'exemple sur le Luxembourg, donc je vous donne juste pour l'anecdote, je ne sais pas si vous connaissez bien le contexte, je ne le connais pas encore suffisamment dans les détails, mais en tout cas, ce qui est intéressant là-bas, c'est que, en fait, c'est un peu, l'enseignement des langues là-bas, c'est un peu comme Canada Dry. Vous connaissez tous la pub pour Canada Dry. Ça ressemble à de l'alcool, ça a le goût de l'alcool, ça a la couleur de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Eh bien, l'enseignement des langues au Luxembourg, ça a la couleur de l'immersion, ça a le goût de l'immersion, ça ressemble à l'immersion, mais ce n'est pas de l'immersion. Et donc, clairement, vous avez là, en fait, un système dans lequel, systématiquement, les élèves, à la fin du secondaire, maîtrisent 3 langues, je ne vais pas le dire parfaitement, mais en tout cas, à des degrés divers. Le luxembourgeois est une langue qui est évidemment là comme élément de cohésion sociale et d'intégration dès le départ. Mais dès le plus jeune âge, ils apprennent aussi avec le français et puis l'allemand vient ensuite dans les disciplines qui sont enseignées aussi en allemand, avec aussi bien évidemment le français, ce qui est d'abord utilisé comme langue écrite, et puis ensuite c'est l'allemand. Et là, vous avez aussi, je suppose que les slides vont être peut-être distribués. Vous pourrez aussi voir comment se passe la distinction entre le Classical Secondary Education et le General Secondary Education, qui est la première filière, vous avez la possibilité de faire du latin, tandis que dans la filière générale, il n'y a pas de latin. Voilà. Alors, je vais me permettre peut-être de clôturer, c'est le dernier slide, avec un gentle reminder. Je vous ai dit tout à l'heure que des parents, parfois d'élèves qui mettent leurs enfants en immersion en 3e maternelle, pensent que leur enfant, après 3 semaines, ils seront bilingues. En fait, l'apprentissage d'une langue, c'est quelque chose de particulièrement complexe. Et moi, ce qui m'énerve au plus haut point, et depuis maintenant des années, c'est qu'on considère l'enseignement des langues comme n'importe quelle autre matière. Or, l'enseignement des langues, pour moi, c'est quelque chose qui doit être assez transversal en termes d'analyse. Et lorsque l'on voit les différents facteurs qui interviennent, il faut que l'on puisse jouer sur chacun de ces facteurs. À la fois sur la motivation des élèves et donc les variables individuelles des élèves jouent un rôle aussi dans cet apprentissage. Il y a toute une série d'aspects socio-affectifs qui interviennent, comme vous le savez, des aspects cognitifs, aussi des aspects linguistiques. Il me plaît de dire aussi aux néerlandophones que le système de la prononciation du néerlandais est plus difficile à appréhender pour un francophone que le système prosodique de la prononciation du français pour un néerlandophone. Alors, il me rit au nez quand j'explique ça, mais comme j'explique par A plus B que typologiquement parlant, c'est la vérité, mais que d'autres aspects du français sont bien plus compliqués pour les néerlandophones que pour les francophones qui apprennent le néerlandais. Donc, ça, ce sont des éléments en linguistique. Il faut, quand on le sait,
quand on peut aller plus en avant, on peut aussi démontrer qu'il y a des difficultés qui sont inhérentes à la maîtrise de la langue maternelle, pas inhérentes à la maîtrise de la langue maternelle, mais inhérentes à la langue maternelle et qui peuvent aussi expliquer certaines difficultés, et évidemment aussi les variables externes, comme le fait que le néerlandais a très mauvaise presse, c'est considéré comme une laide langue, ce qui est malheureusement dommage. Ah oui, oui, il y avait un petit jeu aussi, mais c'était pour... Je vous remercie. C'est plutôt notre Oui, c'est un slide qui est connu. Oui. Je l'ai piqué, mais il est free of charge. aussi dans un slide. Voilà, voilà. Mais je peux inviter Madame Gaffard. Je vous invite à venir vous asseoir dans le magnifique fauteuil. Bon, confortable. Voilà. Un peu comme les anciennes émissions de télévision. Vous voyez? Me voilà présentatrice. Mais je vous invite à poser des questions. Je suis sûre que vous en avez. Le tout est la première question. Noémie? Bonjour à tous, merci pour l'exposé. Déjà, j'avais une question pour. Est-ce qu'on m'entend bien? Non. Non. Merci, fonctionne. Le micro n'est pas allumé. Est-ce que comme ça, c'est bon? Non. Je parle fort. C'est mieux. Pas du tout. Je suis très proche, mais sinon, je vais tout. Pardon, mais. Est-ce que là, c'est bon? Non. Je t'entends quand même. On m'entend quand même? Oui, voilà, donc merci d'abord pour les exposés, c'était très intéressant. Et j'avais une question pour Madame de Graaf. C'est ça votre nom de famille? C'est ça, je ne me trompe pas. Okay. Oui, je me demandais par rapport aux actions, enfin, notamment le certificat qui est du coup en place depuis 2023, c'est assez récent finalement, et tout ce qui est formation continue et les actions que vous mettez en place. Est-ce que d'une certaine façon, vous allez dans les écoles pour sensibiliser et informer les enseignants et enseignantes de ce qui est en place ou pas? Parce que je suis en fait à la base professeure de langue germanique et du coup, je me dis, est-ce que dans les écoles même où là, on peut vraiment toucher les enseignants, est-ce qu'il y a des relais concrets qui vont dans les écoles pour faire part de tout ça? Je me dis que ça peut peut-être être une solution parce que j'ignorais à titre personnel tout ce qui existait alors que voilà. Donc, merci pour votre question. Est-ce que vous m'entendez du coup? Non, je vais pas bien mieux si vous êtes debout en fait. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, nous n'avons pas à l'heure actuelle de relais direct dans les écoles. Okay. Nous avons, via notre formation initiale, un certain nombre de maîtres de stage, de collaborateurs pédagogiques qui ont plus de contact avec les écoles, mais qui, en fait, ont des contacts dans le cadre de la formation initiale. C'est très difficile pour nous d'atteindre justement plus systématiquement les écoles. Je crée depuis quelques années, au fur et à mesure, des relais ici et là, mais c'est un petit travail de fourmi. Moi, je suis hyper demandeuse d'avoir plus de facilité. J'espère vraiment avec le temps pouvoir développer plus un réseau. On essaye de ratisser large. J'ai moi-même collecté des centaines de mails via les réseaux, les sites que je trouve à gauche, à droite. Quand j'organise une formation, j'envoie à des directions d'école. Mais parfois, il n'y a pas non plus de relais auprès des enseignants. Et donc, c'est une vraie question. C'est peut-être aussi une question politique. Est-ce qu'il y a un relais qui existe? Est-ce que je peux avoir accès? On a aussi des contacts avec le CEGEP. Voilà. Si vous avez une annonce, donc moi, je suis responsable du secteur langue moderne pour le CEGEP ou pour l'enseignement secondaire. Inférieur, supérieur, peu importe, sans différence. Et on a une newsletter avec de nombreux abonnés. C'est le genre d'informations qu'on peut relayer si on nous les transmet de manière officielle. Donc, si vous nous envoyez un bandeau avec les informations qui vous jugez nécessaires à transmettre, il suffit de les transmettre et la prochaine newsletter, ça passe. Et donc là, voilà. Donc, le CEGEC peut être partenaire, il est toujours
présent, il est toujours disponible, il faut juste faire le pas. Et alors, on avait créé il y a quelques années, on a une ASBL qui s'appelle NVT-Net, qui est une ASBL qui a pour but justement de créer un réseau d'enseignantes. On sait aussi que pour le néerlandais, en fait, les contacts avec les collègues sont super importants. Aussi pour cette question de difficulté d'avoir du matériel pour le néerlandais. Donc, en fait, d'avoir ce lien avec des collègues d'autres écoles en disant, mais toi, tu fais quoi pour ceci, pour cela, est-ce que tu as du matériel là-dessus? C'est toujours intéressant d'avoir un bon réseau et en particulier pour le néerlandais, c'est pour ça qu'on avait créé cette ASBL, mais ça met également du temps à créer. Mais donc, je vous rejoins tout à fait que c'est important qu'on ait des contacts. Merci beaucoup. Et je ne sais pas si je peux enchaîner avec une deuxième question ou si vous préférez Je voulais juste répondre par rapport à comment vous faire connaître. Il y a quand même le magazine Scrop. Je trouve que ce serait chouette de vous faire interviewer et d'avoir un bel article dans ce magazine, parce qu'il est quand même distribué à tous les enseignants et que une belle fenêtre pour se faire connaître avec une interview et enfin tout ce que vous nous avez expliqué aujourd'hui. Je pense que c'est hyper motivant. Donc, ce magazine est quand même à notre disposition. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Merci. Oui, il y avait une deuxième question. Vas-y, et je peux amener aussi par rapport à l'enseignement de l'allemand, parce que finalement, dans beaucoup d'écoles, à Bruxelles en tout cas, peut-être pas en Wallonie, mais on supprime cette option par manque en fait de professeurs. Et je me demandais s'il existait la même initiative par rapport au matériel pédagogique, qui là aussi est vraiment moindre que pour les cours d'anglais, ou si vous aviez écho dans une autre université ou peu importe en Belgique francophone de ce genre de... Un collègue qui se charge de la didactique de l'allemand, est fort en contact avec les politiques. Ouais. Ils n'ont pas, ce ne sont pas des initiatives qui sont développées en parallèle pour chaque langue. Ce sont des initiatives en fait très personnelles. Voilà, ça dépend d'une ou l'autre personne qui se dit bah, je vais commencer à faire ceci, je vais faire cela quand je trouve le temps. Mais donc, pour l'allemand, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais vous pouvez toujours contacter mon collègue, vous avez ses coordonnées. D'accord, merci beaucoup. Merci. Vous avez une question? Oui. Donc moi, je suis membre d'un PO où d'une école où justement il y a de l'immersion. Et en fait, depuis la période du Covid, il y a quand même eu quelques aspects positifs. Entre autres, les écoles sont équipées au niveau informatique etc. Les profs sont très demandeurs d'avoir du matériel spécifique. Est-ce que vous parliez du fait de l'apprentissage transversal des langues? Il fallait voir de façon globale. Est-ce que vous pensez que l'apprentissage des langues, plus particulièrement, profite vraiment de tout ce qui est développement vous savez, les clever touch, en fait, tout ce genre vraiment de l'appui informatique et des possibilités plus qu'une autre matière, en fait. Enfin, je vous avoue que là, juste maintenant, quand je termine mon truc, vu la pénurie, il y a un de nos profs de néerlandais qui est absent pour le moment. Et on a trouvé un remplaçant, mais en fait, il a juste un problème physique. Et donc, il donne cours depuis chez lui, en fait, pendant 2 mois. Et parce que, voilà, on se dit qu'il faut être créatif et que, voilà, mais je veux dire, ça demande beaucoup de créativité. Et est-ce que le côté informatique peut essayer d'aider à trouver des formules gagnantes, quoi? Moi, je suis assez partagée sur la question du numérique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, bon, effectivement, dans les langues, il y a des choses qui sont très personnelles. C'est un apprentissage qui est très personnel et qui parfois doit être fort individualisé, ce qui demande de la part des enseignants des capacités de différenciation importantes. Donc, réussir à faire des sous-groupes à l'intérieur d'un groupe. Parce qu'en fait, en particulier pour les langues, plus que pour une autre matière, quand on étudie par exemple l'histoire, globalement, le niveau de connaissance d'histoire peut être quand même plus ou moins similaire. Dans une langue comme le néerlandais, qui en plus, où il y a beaucoup de citoyens qui ont parfois des contacts avec cette langue en dehors de l'école, il y a des différences de niveau qui sont très importantes entre les élèves. Et pour les enseignants, c'est vrai que c'est compliqué à gérer, et donc les outils numériques peuvent aider. Maintenant, il ne faut pas non plus voir en numérique la solution à tous les problèmes. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut et qu'on doit faire
en présentiel, en classe, par papier. Il y a aussi tous des exercices, on le sait, les études l'ont montré, il y a des choses qu'on retient mieux quand c'est sur papier et qu'on remplit un document papier plutôt que des fiches en ligne. Moi, avec mes étudiants en bac 1, je les oblige à acheter un syllabus, alors qu'il y a quelques années, je leur disais, vous pouvez compléter en ligne. Je vois qu'en fait, ils sont beaucoup plus appliqués, ils travaillent la matière et ils retiennent plus facilement quand c'est sur papier. Donc, moi, je suis un peu, partagée. À la fois, je pense que ça a des bons côtés et aussi la présence de l'être humain dans des cours où aussi la motivation est parfois difficile à atteindre. C'est hyper important, mais il faut avoir des techniques didactiques, d'arriver à accompagner les élèves en fonction de leur niveau, arriver à les motiver, arriver à avoir un dynamisme dans le cours qui fait que cette présence justifie, que la présence est justifiée et que c'est vraiment un plus d'être là. Je pense que la présence est hyper importante dans un dynamisme de classe et dans un cadre de projet, parce qu'en fait, apprendre les langues, c'est toujours ça c'est toujours dans les projets, et pour ça, le tout au numérique. Puis, il n'y a rien à faire, il y a la question de l'oral. Il y a quelques années, avec la CADI, on avait une demande de financement pour faire des cours entièrement en ligne. Ça allait répondre à toute la pénurie. En fait, l'oral, ça se travaille quand même sur place. Il faut avoir des réponses, il faut réussir à identifier les difficultés des uns et des autres oralement, et puis mettre les gens en public, arriver à les faire travailler l'oralité. C'est quelque chose de très important, et ça ne passe pas juste avec des petits exercices en ligne. Même s'il y a des outils très intéressants pour la compréhension à l'audition, pour le vocabulaire, etc. Il y a des choses très intéressantes en ligne, mais il y a des choses qui doivent passer dans du présentiel et aussi dans du papier. En complément de ce que Pauline vient de dire, par rapport à votre école, madame, vous avez la chance de pouvoir disposer de matériel suffisamment puissant pour que l'enseignant qui est malheureusement disponible puisse donner son cours depuis chez lui à ses élèves. Je suppose quand même qu'il y a une personne qui fait la discipline dans la classe. Oui. Voilà. Sinon, je pense que ce sera quelqu'un. J'imagine, surtout s'il est à distance. En fait, bon, en complément de ce que Pauline dit, moi, le numérique, maintenant, tout le monde parle de l'IA. Alors, l'IA peut aider pour toute une série de choses. C'est clair que je peux vous montrer sur base d'un texte comment je vais proposer un texte au niveau B1, au niveau B2, et ça tient la route avec ChatGPT, version payante. Ce sont des choses qui sont possibles, mais rien ne remplacera quand même jamais la relation pédagogique avec le prof. Toute cette discussion qu'on a actuellement avec l'IA, moi, ça me fait penser à la discussion que beaucoup d'entre nous, en tout cas les gens de ma génération, qui sont ici dans la salle, je suis peut-être le plus vieux, mais bon, les gens qui sont juste plus jeunes que moi, ont connu avec le Commodore 64. Voilà. Okay. Ben voilà. À l'époque, on disait, le Commodore 64, ça va remplacer tous les profs à l'aube de l'an 2000. On n'y est pas encore. Et je pense que l'IA, oui, c'est une étape encore plus loin. Les nouvelles technologies, ce sont des étapes. Mais malgré tout, on ne va jamais remplacer l'humain dans la relation prof-élève à ce niveau-là. Je peux peut-être juste rebondir, ça pourrait quand même remplacer en partie dans certains cours de langue où les étudiants pourraient peut-être étudier d'abord en partie sur des outils informatiques et puis avoir une partie orale avec le professeur. Je sais pas, c'est juste une piste. Nous, on travaille beaucoup avec ça dans une SBL, une école de langue. Et les outils informatiques, voilà, on n'a pas le choix, on les utilise et l'IA fait partie de notre quotidien. Version payante, effectivement, mais voilà. Alors, chez Louvain, il y a aussi des études qui sont menées, par exemple, sur tout ce qui concerne les chatbox. Donc, c'est justement ces systèmes de dialogue entre l'élève et la boîte de dialogue. Ça montre quand même plusieurs lacunes. On voit aussi qu'il y a des moments où cette chatbox, elle déconne complètement. Il y a des choses qui sont absolument pas correctes. Donc, ça montre quand même certaines limites. Il faut quand même faire très attention. Et puis, vous décrivez que vous avez accès à ces outils. Madame décrit qu'elle a même un système en ligne directement connecté. Il y a quand même aussi beaucoup d'écoles où il y a absolument zéro matériel. Il y a des écoles où il faut réserver 3 semaines pour avoir un petit projecteur. Souvent, les frais d'ordinateur, c'est à charge des enseignants. C'est assez suffisant, tout ça, etc.
Je me dis parfois ça coûte énormément d'argent, des choses qu'on ne sait pas utiliser, qu'on n'utilise pas vraiment. Maintenant aussi, il va y avoir la restriction de l'utilisation du numérique à l'intérieur des classes par les GSM. À titre personnel, je crois que c'est une bonne chose. Mais donc ça réduit aussi qui est très vite obsolète, c'est aussi un problème. Et je pense qu'il y a des financements à développer, des choses à subsidier autres que le numérique. Une précision, je n'ai pas dit qu'on ne devait pas utiliser les nouvelles technologies. Non, j'ai bien compris. J'ai dit que rien ne remplacera l'information pédagogique de débat. Bien sûr, le blended learning, je veux dire, ils baignent tous dans le numérique, donc autant aussi s'appuyer là-dessus. Mais je dis bien s'appuyer, pas plus. Parce que parfois, je suis assez. Dans notre SBL, chaque semaine, on est appelé par des parents. Mon enfant n'a plus de cours de néerlandais depuis. Il doit passer le CESSI, on est catastrophé. Et les parents payent pour des cours particuliers, des services vraiment chers. Voilà. Et je me dis, mais il y a la plateforme ou à la langue, etc. Comment est-ce que les écoles n'utilisent pas ces outils aussi pour au moins pallier une partie du problème? C'est pas tout. On aura toujours besoin des professeurs, mais. Je n'ai pas parlé, pardon. Ok. Ça ou une autre, il y en a des moment d'autres. J'avoue que celle-là, je ne l'ai pas testée, donc voilà. Mais... Madame ici, d'abord. Oui. Oui, je ne sais pas si je prends un micro, vous m'entendez? Donc, je ne sais pas si j'ai entendu en son. On va peut-être parler sans micro, mais je parle un petit peu. Il faut se mettre près. Comme ça? Non? Je pense vraiment. Donc, Catherine Van der Berg, moi, je représente les hautes écoles, à la fois CEGEC et CIC. Donc, je remercie la RES d'avoir mis cette thématique au centre des débats parce que c'est vraiment quelque chose de capital, en fait. Et la pénurie est tellement forte que c'est clair que les collaborations sont vraiment importantes. Et je constate ici qu'on est donc tous hyper intéressés et acteurs différents des différentes formes et niveaux d'enseignement. Et je vois déjà 2 personnes que je dois contacter parce qu'en fait, ce qui manque peut-être, c'est cette coordination des efforts qui sont faits pour lutter contre cette pénurie et qu'on n'entend pas d'eux, que finalement, moi, je savais que je devais vous contacter parce que les hautes écoles, enfin, il y a 6 hautes écoles qui ont répondu à un appel à un projet de la région Wallonne pour monter un certificat. Et donc, c'est clair que la collaboration, elle est capitale et que dans cet enjeu-là, on ne doit pas parler de concurrence. Enfin, si, il y a de la concurrence, mais on doit justement éviter cette concurrence pour mutualiser les efforts et avancer dans ce sens-là. Donc, voilà, moi, c'était juste pour vraiment vous remercier et dire que c'était vraiment un point capital au-delà du financement qu'on recherche tous et de la reconnaissance. Peut-être structurer toutes les actions qui sont faites à différents niveaux pour avoir une efficience plus grande encore dans tout ce qui est fait. Et donc, si vous avez un peu de temps après, je serais contente et vous aussi de vous rencontrer. Je vais juste réagir en disant qu'effectivement, les collaborations sont très importantes. Donc, c'est pour ça que aussi, pour ce certificat, on a plusieurs partenaires, 2 hautes écoles, la TALUNE, le Forum, la KU Leuven. Donc, on travaille avec beaucoup d'acteurs qui fait aussi un système très mais donc, effectivement, on arrive à quelque chose de très intéressant. Et les collaborations sont hyper enrichissantes. Tant que ce soit de la KU Leuven qui vient donner des workshops ou les hautes écoles ou les cours des hautes écoles. C'est très enrichissant. Ça complexifie le tout, mais c'est très enrichissant. Donc, je suis pour la collaboration. Oui, bonjour. Alexa Grimi, moi, je suis directrice d'une école de promotion sociale et spécialisée en langue. Donc, on ne fait que des langues et un petit peu de bureautique. À Bruxelles, on a 1800 étudiants. Donc, la promotion sociale, c'est un enseignement modulaire. Et je vous remercie beaucoup parce que c'était très, très intéressant ce qu'on a entendu. Et pour revenir sur le terme sur la spécificité de la collaboration et de la lutte contre la pénurie, je voulais savoir, parce que justement, là, je trouve qu'il y a un manque de collaboration. Moi, j'ai l'occasion de voir beaucoup de gens qui sont en reconversion et qui veulent venir enseigner, donc des gens qui ont travaillé dans le privé, etc., et qui veulent venir enseigner. Voilà, on se retrouve avec cette problématique des titres et ils n'ont pas l'occasion de suivre un cursus à l'université, ce n'est pas possible dans leur vie privée. Et il existe quand même le CAP. Et j'ai été sidérée de voir, parce que moi-même, je suis traductrice de formation et j'ai, il y a 40 ans,
passer le DAP, CAP, parce que la traduction n'offrait pas cette possibilité d'acquérir un titre pédagogique. Et donc, j'avais notamment, j'ai souvent des traducteurs, des interprètes ou des gens qui ont une autre formation et qui en fait ne peuvent pas accéder au CAP parce qu'il y a une formation universitaire qui propose l'agrégation. Et il suffit d'avoir une attestation d'irrecevabilité de la part de l'université pour que ces gens puissent s'inscrire au CAP, qui est un enseignement modulaire qui convient beaucoup mieux à leur organisation privée. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'adapter parce que c'est modulaire et que voilà, c'est plus facile. Et je trouve ça dommage parce que c'est très compliqué d'obtenir cette attestation d'irrecevabilité de la part des universités. Donc, comme on a mentionné l'état d'esprit de collaboration et pour lutter contre cette pénurie, parce que véritablement, il y a des gens qui ont vraiment très envie d'enseigner, qui sont compétents, qui sont dans certaines écoles quand même bien accompagnés aussi au niveau pédagogique, didactique, etc. C'est dommage de passer à côté de cette opportunité. Donc voilà, je voulais voir si à un moment la RES pouvait discuter de ça parce que c'est quelque chose qui faciliterait quand même beaucoup l'acquisition des titres nécessaires. Tu veux y répondre, Bernadette? Oui, en fait, je voudrais faire part ici de ce que j'ai entendu, parce que je suis la représentante de la RES dans le plan langue, donc au niveau région Wallonne. Et donc, il y a de temps en temps des bonnes idées qui passent par là. Et c'est une expérience qu'ils ont expérimentée en Flandre. Donc, en Flandre, ils ont fait un projet pilote en constatant qu'eux aussi ont des problèmes de pénurie, des profs de langue, profs de français dans l'enseignement néerlandophone. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de personnes, comme Madame vient de dire, qui sont prêtes non pas à devenir prof de langue, mais à donner cours de langue, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, ils ont imaginé de proposer à des personnes qui travaillent en entreprise, de se dire, eh ben, moi, je travaille à 4/5e temps en entreprise et je consacre 1/5e temps à l'enseignement. Et donc, c'est un peu des carrières hybrides. Et donc, ils ont proposé à des personnes de venir donner 4 heures, 6 heures, 8 heures de cours dans une école et parallèlement à ça, de continuer leur carrière en entreprise. Et apparemment, ce projet pilote porte ses fruits en Flandre, mais donc il fallait un peu mettre ça au point au niveau légal, au niveau possibilité aussi, au niveau de formation aussi. Et donc, ce qu'ils ont proposé comme formation pour ces personnes-là, c'est de type certificat aussi, mais un peu certificat éclair. Donc, c'est une formation express, on va dire, en quelques mois. Et donc, vraiment pour tester leur niveau de langue, d'une part, et alors leur donner un bagage pédagogique et didactique pour qu'ils puissent être profs de langue. Et apparemment, ça porte ses fruits. Et je sais qu'au niveau de la région Wallonne, ils y réfléchissent aussi pour voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose d'analogue en région Wallonne. Je vous rappelle que ce type de certificat éclair existait déjà, enfin existe depuis longtemps en français langue étrangère. Il y a eu à un moment l'université de, je crois que c'était Mons, enfin je ne sais plus, ou Liège, qui proposait des formations pendant l'été, des certifications en français langue étrangère, qui n'étaient pas spécialement reconnues, mais qui étaient extrêmement efficaces. Et c'était les profs de français, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas la distinction entre professeurs de français et français langue étrangère, qui allaient suivre ce genre de formation. Et donc, oui, vraiment, je vous invite à suivre cet exemple parce que ça nous permettrait vraiment de rencontrer, d'avoir une manne de profs qui sont disponibles et qui pourraient rencontrer cette problématique de pénurie. Je vais réagir à votre remarque au niveau des certificats de cours d'été. Donc, effectivement, à l'UC Louvain, il y a un certificat cours d'été pour les profs de français langue étrangère. Ça n'est pas quelque chose qui donne accès à un titre. Il y a une formation plus longue qui donne accès à des titres. Nous organisons aussi des cours d'été en collaboration avec la KU Leuven. Et malheureusement, c'est ouvert à tous les enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Chaque année, on y donne des cours. Et chaque année, on constate qu'en fait, il y a plus d'étrangers et plus de Polonais et même plus des Américains, peut-être que cette année, ils seront encore plus nombreux, qui viennent à ces cours d'été que des enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, c'est peut-être aussi en lien avec ce que vous mentionnez pour cette demande de CAP. Nous, on a chaque année des demandes de CAP et j'ai vu des demandes qui sont parfois un petit peu triste dans l'état de la motivation de ces gens.
Je ne dis pas qu'ils sont tous dans une motivation basse, mais en tout cas, moi, j'ai eu des demandes d'avoir cette attestation de vous ne pouvez pas suivre l'agrégation chez nous, avec une motivation très basse de je dois trouver un travail et j'ai pas envie de me déplacer et ce serait très bien, comme ça j'ai un titre et comme ça moi je suis nommée. Moi, ça me pose quand même des questions. Alors, j'encouragerais fortement à analyser ce que contient ce CAP. La question, il y a aussi des CAP à distance où des questions de classe, de gestion de classe, d'exercice, de type d'exercice qu'on peut développer pour l'apprentissage des langues ne sont pas du tout abordées. Ce sont des syllabus qu'on obtient à distance et on étudie chez soi et on a quelques contacts par-ci par-là. Voilà, c'est aussi une question de comment est-ce qu'on envisage de former nos enseignants. Je comprends tout à fait la demande, je comprends tout à fait la réalité de ces gens qui veulent enseigner. Je comprends tout à fait qu'il faut réduire la formation initiale et qu'il faut trouver des solutions, mais je ferai quand même extrêmement attention à ce qu'on finit par offrir comme formation à ces gens. C'est peut-être pas non plus un cadeau de leur dire en fait vous allez être formés vite à distance et de réduire cette formation qui à la base, je le rappelle, est quand même un vrai métier d'arriver à enseigner une langue à quelques syllabus envoyés par la poste. Non, mais je ne sais pas quelle idée vous vous faites du CAP, mais en tout cas, moi, c'est pas du tout comme ça que je le conçois. Le CAP en promotion sociale, à ma connaissance, c'est pas à distance. Il y a peut-être parfois de l'hybridation dans certaines écoles, et encore. Non. Mais pas beaucoup. Il y a des stages. Il y a des stages. C'est quand même une approche assez pratique. Voilà. Mais le CAP n'est pas axé sur l'enseignement des langues particulièrement. Donc, c'est pour enseigner plusieurs disciplines. Mais il y a tout un bagage pédagogique, la didactique des disciplines, mais c'est largement en présentiel. Oui, le CAP en particulier de la pédagogie. Donc, on arrive à cette question de la distinction entre la pédagogie et la didactique. On voit que des enseignants, moi je les ai, on les a dans ces certificats, des gens qui ont un titre pédagogique, qui enseignent déjà, des enseignants de latin, de grec, de français, qui ont même une expérience en langue et qui nous viennent en disant, même enseigner le néerlandais, c'est quand même assez différent que d'enseigner le latin, le grec et le français. Et donc, on se rend compte quand même, on a besoin de cette didactique spécifique de la discipline. Et je pense, c'est pas du tout pour critiquer le CAP ou donner une mauvaise image du CAP, c'est de se dire, mais quel accompagnement est-ce qu'on peut offrir à ces gens? C'est peut-être pas un cadeau de leur dire, allez vite faire un petit truc par-ci, par-là. Je crois qu'il y a besoin d'un accompagnement spécifique lié à la discipline. Et peut-être que dans certains formats de formation, ça manque. Madame de Grave, moi, je trouve votre programme génial et d'insister sur les didactiques. C'est vraiment ça dont on a besoin. Mais vous-même, vous aviez dit, ils doivent aller chercher un titre quelque part. Et donc, je veux juste dire qu'il y a ce titre-là qu'on peut aller chercher. Je ne dis pas que ça remplace des cours de didactique. Et ça, pour toutes les branches, je pense que c'est une bonne chose. Moi-même, quand j'ai suivi ma formation CAP, DAP, franchement, les cours de pédagogie, voilà. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a une possibilité d'aller chercher un titre quelque part et qu'il suffirait d'une collaboration. Et bon, voilà, après, c'est quand même aux directions d'école de voir quel est le candidat qu'ils sont en train d'engager. Et ça a toujours été la problématique. Mais bon, voilà. Effectivement, le système est comme ça. Il faut un titre pédagogique, peu importe lequel. Et nous, ce qu'on observe dans le certificat, c'est des gens qui nous reviennent en disant, en fait, malgré ça, mais bien, moi, j'arrive pas, quoi. Ça, on est d'accord, mais c'est deux problèmes différents. Donc, il y a vraiment la problématique de la pénurie. Et donc, après, faire de la publicité, quand j'entends qu'il y a beaucoup plus d'étudiants étrangers qui viennent, est-ce que c'est bien normal? Non. Et donc, effectivement, faire connaître les formations que vous donnez en didactique de façon plus large dans la presse ou je ne sais pas, en passant par les réseaux, en faisant des newsletters. Les réseaux ont des newsletters quand même. Ça pourrait être utilisé pour toucher les écoles et de tout niveau. Voilà. Avec les enseignants. Dernière question. Oui. Réaction/question en deux temps, si vous le permettez. Donc, Catherine Dardenne, maître assistante en anglais et néerlandais à l'ICHEC, école bruxelloise. Quand j'entends, si je résume, moi j'ai l'impression que finalement tout le monde trouve ça génial, l'initiative de certificat, et on est bien d'accord que ça répond vraiment aux besoins. Pour toutes les raisons, je me permettrai de dire tu, Apolline, on a fait nos études ensemble, que tu as évoquées.
Moi, ce qui me frappe, c'est ce truc de titre pédagogique. Et ça me fait toujours un peu beaucoup sourire, moi, ça. Alors, je suis désolée, j'ai peut-être jeté un pavé dans la mare, mais je pense que si on fait une enquête auprès des enseignants aujourd'hui qui sont dans l'enseignement et qu'on leur demande la plus-value de leur titre pédagogique dans leur quotidien par rapport aux cours de didactique de la matière qu'ils enseignent, il n'y aura pas photo. Et donc, moi, j'aurais envie de dire, est-ce qu'on ne peut pas, en cas de pénurie, et là, je pense que c'est l'appel du pied qu'il faut faire aux politiques, est-ce qu'on ne peut pas faire les choses un peu dans un ordre différent et dire finalement, ce dont on a besoin là maintenant, c'est des gens dont on met le pied à l'étrier pour le néerlandais parce que le besoin, il est là, et faire un système comme pour l'enseignement supérieur en disant, une fois que ces gens sont en place, on leur donne un délai de 4, 5, 6 ans, type KPS, où ils doivent refaire un truc complémentaire, mais un soir semaine, on ne parle pas d'un truc qui va demander des tonnes et des tonnes de travail, qui leur permet d'acquérir dans un certain délai limité ce fameux titre pédagogique, qu'on repense, qu'on réfléchit en disant, je ne dis pas que tout est acheté dans ce titre pédagogique, hein, pas du tout, il y avait des choses très valables, mais il y a un moment donné, c'est peut-être aussi l'opportunité de refaire le point sur ce qui est vraiment à garder et à jeter dans ces formations de base de titre pédagogique. Elles sont loin d'être parfaites. Mener toute une réflexion et de dire qu'est-ce qu'on garde, quelle est l'essence de ce titre pédagogique, et on donne à ces gens la possibilité de l'acquérir par après. Ça, c'est ma réflexion personnelle en entendant votre discours. Et je voudrais rebondir, moi, sur l'IA quand même, parce que je trouve qu'on fait un peu l'autruche. On parlait de la difficulté, tu l'as évoqué, Pauline aussi, de dire des étudiants échouent leur réto, leurs années de secondaire. Oui, mais in fine, ils arrivent chez nous dans le supérieur. Donc, non seulement il y a les difficultés au niveau du supérieur, il y en a des parents qui appellent, les taux de réussite des cours de langue, en tout cas chez nous, c'est une catastrophe en première année, en première bac. Et je suis dans une école où l'étudiant peut avoir jusqu'à 6 heures de chaque langue, en anglais et en néerlandais, ce qui est le grand luxe dans l'enseignement supérieur. Et malgré tous ces dispositifs de remédiation, on n'y arrive pas. Et le lien avec l'IA est le suivant, c'est que moi je le vois tous les jours dans mes étudiants de bac 1, plus l'étudiant est faible en néerlandais, plus il va se tourner vers l'IA. Et il va demander à l'IA de faire tous ses devoirs à sa place. Alors je suis bien d'accord avec vous, Monsieur Elixman, évidemment nous on sait que ça ne remplacera pas le contact didactique et le lien avec le professeur et la pratique en classe, mais l'étudiant ne le sait pas. Et l'étudiant de 17-18 ans, il se leurre complètement et demande à l'IA de faire ces petites questions, ces petits spreekbeurten, tous ces trucs, et il croit que ça va aller. Et finalement, moi je trouve que depuis 2 ans, l'IA, c'est notre ennemi numéro 1 dans l'enseignement supérieur, parce que plus l'étudiant est faible, plus il se réfugie dedans. Et donc là, je trouve que dire oui mais non, ça ne remplacera pas, et voilà, c'est notre point de vue à nous, de pédagogues et de didacticiens des langues, mais l'étudiant n'est pas du tout dans cette logique-là. Lui, il veut réussir, il se rend compte que la montagne est beaucoup trop haute pour lui et s'imagine que l'IA va l'aider à la gravir. Et voilà, donc je pense qu'il faut quand même vraiment pas perdre de vue l'impact de l'IA sur la façon dont l'étudiant aujourd'hui dans l'enseignement supérieur aborde ses études et ses apprentissages, parce qu'on est complètement dépassé. Oui, je vais réagir, Catherine. Je vois d'abord que tu me vois et que tu vois Pauline. Je sais bien que tu m'as eu comme prof, et Pauline aussi d'ailleurs, mais enfin, vous pouvez me tutoyer. Et en fait, ce que tu as dit me rappelle en fait que tu étais délégué de cours à l'époque et que j'étais président de département et que tu étais venu avec cette remarque aussi en disant que, bon non, je ne vais pas te citer, mais par rapport aux cours de pédagogie, par rapport aux cours de didactique, c'est vrai, mais malheureusement, c'est pour ça que je prends le micro, parce que je trouve que Pauline, elle était encore au début de sa carrière, moi je suis à la fin de ma carrière. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vrai, j'ai 61 ans. En fait, moi, ce qui m'effare le plus, c'est que dans la réforme de la formation initiale des enseignants, c'est une fois de plus la pédagogie qui s'en sort le mieux par rapport aux didactiques. Et je trouve ça triste. Alors, certes, il faut de la pédagogie, mais n'oublions quand même pas qu'on enseigne d'abord une discipline. Et l'enseignement d'une discipline, c'est la didactique. Certes, la pédagogie est importante, mais ça ne doit pas se faire au détriment de didactique. Ça, c'est un premier point. Alors, bien sûr, tu as raison concernant l'IA. Enfin, moi-même, je l'utilise tous les jours. Bien sûr que tous les jeunes de 16, même avant 16 ans, ils utilisent l'IA.
Je ne me mets pas la tête dans le sable en faisant ça. Je veux juste parfois un peu rappeler le fait que dans toute relation pédagogique, et là ici évidemment je dois utiliser le terme pédagogique, il y a l'humain qui doit rester à la base. Et bien sûr, et je suis tout à fait d'accord avec toi, ce sont les plus faibles qui vont d'abord recourir à l'IA, mais je pense que non seulement on se met peut-être là la tête dans le sable, mais c'est que nous, en tant qu'enseignants, on ne se remet peut-être pas suffisamment en cause par rapport à ce qui se passe en dehors de la classe. Et que je pense que de plus en plus, les évaluations que l'on fait même à l'université, bon, j'ai eu l'occasion de le dire à mes collègues avant que je ne quitte le cinéma en tant que secteur aux affaires étudiantes, c'était, mais les gars, arrêtez de penser que vos étudiants ne vont pas utiliser l'IA lorsqu'ils vont faire des devoirs à domicile. Ils vont le faire. Donc, évaluez différemment. Remettez l'oral au goût du jour. C'est peut-être ça, ici, peut-être une des idées auxquelles on devrait peut-être arriver, aussi remettre les compétences orales aussi dans les langues plus en avant. Mais bon, l'IA, on peut en parler pendant des heures. Je voudrais juste réagir sur la question de les plus faibles vont utiliser l'IA. Je crois que cette pénurie est dramatique au niveau des inégalités entre les élèves et les étudiants et les inégalités sociales. L'année passée, il y a eu tout un ramdam sur cette histoire de décret au niveau universitaire avec la réussite des études et on ne va pas pouvoir finir notre parcours, on ne va plus être finançable, etc. Et moi, je me disais, mais la première inégalité qu'il y a dans l'enseignement supérieur, c'est pas celle-là, c'est pas la question du financement, c'est la pénurie dans les écoles. Parce que les élèves, c'est les élèves qui sont les plus fragilisés au niveau socio-économique, qui n'ont plus accès à la formation. Et Madame l'a très bien dit, en fait, ils n'ont plus cours dans les écoles et donc ils se tournent vers les écoles privées. Mais qui peut se payer des écoles privées? Et donc, on est en train d'arriver à un système éducatif à 2 vitesses et je crois que l'IA va le renforcer encore plus. C'est qu'on va arriver à 2 vitesses avec ceux qui peuvent se payer des cours particuliers parce que l'école n'est plus capable de fournir les enseignants qu'il faut. Il va y avoir ceux qui peuvent se payer ces cours particuliers qui vont continuer à pouvoir améliorer leur parcours et obtenir des diplômes. Et puis, il y a les autres qui, eux, n'auront pas eu la famille qui pourra leur payer les cours qu'il faut pour combler les lacunes que la Fédération Wallonie-Bruxelles n'arrive pas à combler. Et on va avoir vraiment un truc à 2 vitesses. Et ce sont ceux qui viennent de milieux socio-économiques favorisés. Ce n'est pas ceux-là qui auront accès à l'intelligence artificielle. Tout le monde a accès à l'intelligence artificielle. Eux, ils auront accès à une formation qui leur fait prendre conscience des lacunes de l'IA et de l'importance de la formation personnelle pour pouvoir être capable de critiquer l'IA et de voir quelles sont les limites de l'IA. Donc, la pénurie de profs est le point essentiel et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Et pour pouvoir former ces gens et avoir un esprit critique, parce que sinon on va vraiment arriver à un truc à 2 vitesses et ce sont les plus faibles socio-économiquement qui n'auront pas accès à la formation et à l'esprit critique face à cette intelligence artificielle. Allez-y. Une toute petite question. Voilà, je suis Catherine Leroux, je suis conseillère en langue moderne, immersion et éveil aux langues pour le CEGEC, enseignement fondamental. Une toute petite question à propos de votre certificat de didactique en néerlandais. Est-ce qu'il y a un volet didactique de l'immersion? Parce que ce n'est pas la même chose, didactique de langue et didactique de l'immersion. Est-ce qu'il y a un petit volet là-dedans? Merci pour votre question, madame. En fait, donc, Pauline a lancé le certificat didactique néerlandais langue étrangère il y a 2 ans. Et il y a quelques années, moi, j'avais fait la même chose pour didactique de l'immersion. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné pour, je ne sais pas, bon, parce que je trouve que le programme était bon. Enfin, c'est pas parce que c'est moi qui l'avais mis en place, mais j'avais mis en place avec d'autres collègues, donc on avait bien travaillé pour mettre quelque chose en place. Ça n'a pas fonctionné tout simplement parce que, à l'époque, on avait aussi essayé de faire toutes les démarches pour le faire reconnaître et ça avait été hyper compliqué. Et donc, déjà ici, je suis un peu jaloux de ma jeune collègue qui a réussi à avoir un titre suffisant pour une catégorie que moi, je n'ai pas réussi à obtenir. Enfin, voilà, c'est bien.
c'est tant mieux pour elle. Mais donc, il existe toujours, enfin, Guillaume qui est là de l'UFC, le certificat existe toujours, mais il est un peu dans les labs. Il est agréé. Et, comment? Il est agréé. Il est agréé, mais il n'est plus, il n'a plus été activé depuis maintenant quelques années. Et d'autant plus que c'était assez particulier parce que la première année, ça avait très bien fonctionné. On avait eu plusieurs personnes qui avaient suivi le certificat, qui en étaient très contentes et qui sont retournées dans leurs écoles. Et donc, il y a même une des enseignantes qui avait obtenu le certificat, qui est retournée dans son école et qui a été licenciée parce que ses collègues étaient jalouses de voir qu'une des collègues avait obtenu le certificat. Donc, c'est un peu triste, voilà, mais elle a obtenu une autre place ailleurs dans une autre école avec immersion. Je ne citerai pas les écoles, je vous rassure. Mais donc, il existe toujours. On pourrait éventuellement réactiver, mais bon, voilà. Je ne sais pas si c'est moi qui vais pouvoir le réactiver, parce que je ne suis plus à lycée d'ouvert. Merci. Juste réagir là-dessus, dans le certificat en didactique du néerlandais, on a en fait des profils très intéressants pour l'immersion. Et ces gens, en fait, enseignent déjà dans l'immersion. On a des gens qui ont des diplômes qui ne sont pas des diplômes de la fac de lettres. On a, par exemple, quelqu'un qui avait fait un master en environnement aux Pays-Bas. On a une psychologue, on a une prof d'histoire. En fait, ces profils, ils sont tout de suite pris dans l'enseignement en disant, OK, toi, tu connais ta discipline, tu connais aussi le néerlandais, tu sais aussi comment enseigner le néerlandais, toi, tu enseignes en immersion. Et généralement, c'est des profils qui sont pris dans l'immersion, mais qui nous reviennent aussi en disant, mais en fait, c'est quand même un peu différent d'enseigner en immersion, d'enseigner le néerlandais, et qui ont aussi besoin d'une formation. Et on a déjà pensé à intégrer des cours spécifiques pour l'immersion dans le certificat. Mais je vous avoue que là, c'est quand même un peu sport, parce que déjà, en 30 crédits, faire tout ce qu'on doit faire, c'est, voilà. Même si on doit rajouter encore des cours, ça commence à être un peu lourd, mais on pourrait imaginer, oui, on a un cours sur l'immersion au sein de l'UC Louvain avec la question de la didactique dans le cadre de l'immersion. Et donc, voilà, c'est un cours qu'on pourrait ajouter ou remettre dans le certificat qui dort. Il peut être suivi comme auditeur ou auditrice libre. D'accord, merci. On pourrait l'intégrer dans le MSFE éventuellement. Et ça, je vais devoir le passer, donc ça m'intéresse. Voilà. Oui. Donc, c'était juste une dernière remarque. Au lieu d'intégrer et d'alourdir le programme, vous pourriez peut-être proposer en fait les deux options. Il y a un tronc commun, et puis soit c'est la filière néerlandais langue étrangère, ou soit c'est la filière immersion. Je pense qu'en général, les gens savent plus ou moins vers quoi s'orienter. Parce que notre expérience avec ma collègue en PromSoc, c'est quand en fait les formations sont trop longues, et surtout en fait pour des gens qui ne travaillent pas à temps plein, en immersion c'est peut-être un peu différent, mais qui travaillent en temps plein, il faut réduire le temps de formation. Et si en plus de ça, en fait, il n'y a pas une valorisation barémique, on supprime quand même un tout petit peu la motivation des gens pour se lancer dans des certificats de 30 périodes, peu importe la qualité. C'est absolument pas une question de qualité. Donc, au lieu d'alourdir, un tronc commun avec deux sorties différentes, c'est peut-être une possibilité. Suggestion. Eh bien, nous allons donc clôturer. Monsieur Lippmann, Madame de Grave, merci beaucoup pour vos interventions qui étaient très riches. Et on voit effectivement l'existant, mais on voit qu'il reste encore pas mal de choses à mettre en place. Et donc, il y a déjà des belles pistes qui sont ressorties pour ce midi de la RES. Donc, un grand merci pour votre présence. On espère peut-être proposer dans un futur encore quelque chose qui continuera nos réflexions. Les supports ici de présentation mais seront mis en ligne sur notre site RFIE. Donc on pourra vous envoyer un mail et vous informer quand ils seront disponibles sur notre site. Nous avons aussi une newsletter, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez informé des prochains événements. Et donc voilà, je vous souhaite un bon retour et merci encore pour ce midi. Merci beaucoup.